Alors, je ne dis pas l'intérêt d'aller éventuellement en Centrafrique pour éviter les massacres. Bon, on a bien vu que dans d'autres pays, la France était accusée de ne pas être intervenue, justement, et donc d'être responsable de massacres. Donc, je peux comprendre, mais c'est quand même un peu. On a l'impression d'être sur une pente, finalement. Il est sur une pente qu'il a, on se demande s'il l'a choisi, quoi. Il est emporté par les événements. C'est une philosophie qui est en train d'évoluer. Est-ce que tu as une idée Moi, là-dessus? j'ai pas trop d'idées parce que je passe pas mon temps à manger avec François Hollande Enfin, mais vous le et je suis connaissez. en plus un socialiste un peu atypique. Mais en tous les cas, ce que je pense, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que nos hommes politiques de toute tendance font de la politique aujourd'hui avec des logiciels des années, on va dire, 80. Mhm. Et on est aujourd'hui en 2014, bientôt. Et ça a changé. On fait plus de la politique comme avant. Et que quand on fait des campagnes électorales, beaucoup de candidats avancent des choses, promettent des choses, en fonction quelquefois d'idéologie, parce que Ouais, leur premier travail, c'est de réunir, on pourrait dire, les leurs. Voilà. ouais. Et ensuite, une fois qu'ils sont au pouvoir, je te rejoins Pierre, une C'est- fois qu'ils sont au pouvoir, ben, ils sont confrontés aux réalités ouais. et à la nécessité de prendre des Donc, décisions sur lesquelles ils n'avaient peut-être pas pensé ou ils voulaient peut-être est-ce, faire autrement. est-ce que je peux traduire ta pensée comme étant que finalement de droite ou de gauche, quelqu'un qui marche selon une idéologie a un logiciel qui de toute façon retarde? Mais Ils est-ce que c'est pas retardent. Voilà. Oui. la réalité politique qui prend le pas? Sur quoi? Ah oui, oui, bah, on parle de réel politique dans de nombreux moments, oui. L'exercice Ouais. du pouvoir, Parce que moi, c'est je pas me souviens, simple. Si on prend un exemple, moi, je me souviens je... très bien de François Hollande Hmm. qui disait qu'il fallait rompre définitivement avec notre côté France-Afrique. Oui. Et aujourd'hui, les événements et la situation fait que bah, on est obligé de s'appuyer Mais je sur... pense que quand il disait ça, il était sincère dans ses convictions et dans ce qu'il croyait. Sauf que la réalité aujourd'hui du monde et la réalité de ce qui nous entoure fait que entre la Hum, sincérité hum. et puis l'application et le choix politique, enfin le choix de la décision et de la gestion est fatalement remis en cause. Je vais vous prendre un exemple très simple. Quel est l'homme politique qui a envie d'augmenter les impôts? Moi, j'en connais pas. Ah bah, Aucun homme politique n'a envie d'augmenter les impôts. Il et sait que pourtant, il l'en demain, fait. il va se prendre, vous nous avez vous assassiner, voilà. Donc, tout le monde pourrait faire des projets et des programmes en disant je vais raser gratis, je vais faire des tas de choses, je vais vous maintenir les services publics, je vais faire les choses. Et puis, au moment où il y a la réalité financière qui arrive, Hum. entre autres parce que l'État Donc, si je voilà, comprends. se Non, mais retire attends, c'est d'un certain intéressant. nombre de budgets, eh ben, l'homme politique en question, quand il est responsable, il est bien obligé quelquefois de prendre des décisions, d'augmenter les impôts. Alors il essaye de les minimiser, mais en tous les cas, il est obligé de le faire. Mais est-ce que François Hollande n'a pas pris le pouvoir au moment le plus dur à prendre? Parce qu'on est en plein effet de la Alors, crise. Naturellement, quel que soit le président qui aurait pris le pouvoir derrière, il aurait été obligé d'augmenter les impôts. Il aurait été obligé de faire un certain nombre. Enfin, il aurait été obligé de La serrer la crise, elle ceinture. était déjà là depuis un petit bout de Ouais, temps Non, quand mais même, hein. ces effets, on les a ressentis quand même depuis que Hollande Bon. a pris la Oh, oh, tête, oh. la tête de l'État. mais je crois que le problème, c'est que tout nouveau président qui arrive a envie d'imprimer sa marque et de mettre des choses en place, parce qu'il a tenu des discours, il s'est engagé. Et puis après, il est confronté aux réalités économiques, aux réalités sociales, aux réalités du pays. Est-ce Donc qu'il il est prend ob- conscience, est-ce il- qu'il prend conscience Moi, aussi je des pense réalités du François pays? Hollande est un homme intelligent. Euh, Si je devais faire un coup de cœur, je ferais même pour lui, parce que je trouve que ah, mais il est quand même attends. attaqué d'une manière un peu obscène. C'est-à-dire que quand on regarde toute la presse, toutes les radios, Enfin, enfin, Sarko, c'était quand pareil avant. regarde, Chirac, c'était regarde tout pareil le monde. avant Oui, lui. oui, mais Tous les chefs d'État ont été euh, traînés dans la boue par la presse. Et c'est- c'est normal, c'est la fonction qui ça, veut aussi ça. ça peut être la fonction, mais je crois qu'aujourd'hui, dans la situation où on a justement besoin de gens intelligents, paisibles, qui savent décider. Et je pense que François Hollande s'est décidé. Et qu'on sorte un peu des combats politiques innommables. Quand on regarde la Chambre des députés, attendez, sincèrement, moi je suis un Français de base, un petit maire d'une ville de province Une belle ville, qui est une belle Poissy, ville. d'une très belle ville que j'aime. Voilà, quand je regarde la télévision et que je regarde la Chambre des députés, quand je vois les petits mots, les discussions, les attaques, je me dis, mais les Français, ils attendent pas ça. Les Français, ils attendent qu'on réponde à des questions Ouais, fondamentales. c'est vrai, c'est ce Pour qu'on ça- disait il y a quelques années C'est pour aussi à ça que l'Assemblée dans l'autre sens. Mais bon, les Français ont une si piètre opinion
de leur politique, c'est parce qu'ils voient des enfants qui s'amusent de temps en temps et qui sont incapables de penser ensemble pour résoudre les problèmes. Et je crois aussi, quand on parle des impôts, la crise, elle était là depuis un bon bout de temps. Les impôts, les Français qui ont du mal à joindre les deux bouts ont quand même le sentiment que c'est plus facile de promettre, de faire, que et dépenser l'argent des autres, l'argent qui ne leur appartient pas, l'argent des citoyens, plutôt que d'avoir des mesures courageuses pour dire que dans ce pays, on vit quand même au-dessus de nos moyens, plus personne ne peut le faire. Malheureusement, ils sont obligés, eux, de faire avec l'argent. Et ils trouvent incroyable que ces hommes politiques si intelligents, si forts, etc., eux, peuvent se permettre de dépenser l'argent qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire l'argent en l'autre compte. Donc je crois qu'on est grand temps qu'on accouche effectivement d'hommes politiques qui ont le courage de vivre avec les moyens qu'on a et pas dépenser l'argent, en l'occurrence de tous les Français qui, eux, ont déjà du mal à joindre les deux bouts. Alors c'est en gros aller à la récession. Non, c'est pas la récession. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, je crois qu'il faut choisir des priorités. Et il faut s'attaquer à ces priorités-là. Et le choix fait que, voilà, c'est-à-dire que quand vous managez des hommes, il y a des moments où ils vous disent ça c'est blanc, ça c'est jaune, ça c'est rouge. Et vous vous dites c'est rouge, donc on va faire du rouge. Les deux autres sont mécontents, ils font la gueule, ce qui est absolument normal. Et en même temps, la fois d'après, sur un autre sujet, vous choisirez peut-être le jaune ou le bleu. Ça, Mais si on ne fait pas ces choix-là, on ne va pas pouvoir tout résoudre d'un coup. Et je serais tenté de dire qu'à la différence de Sarkozy, qui lui a subi la crise, voilà, mais dans un moment où il était dans un élan, François Hollande, lui, se l'est pris vraiment en pleine figure. Avait-il, c'est la question qu'on peut se poser, avait-il mesuré l'ampleur de la crise? Je pense que oui, mais en même temps, les solutions à la crise, et c'est bien ça qui embête les hommes politiques, les Français, c'est que les hommes politiques ne donnent pas l'impression d'avoir les réponses pour résorber cette crise. On passe à un sujet totalement différent, puisqu'on va passer au découpage des cantons du département des Yvelines. Un département ancré à droite depuis plusieurs décennies, si ce n'est plus. Et puis là, le redécoupage, il est extrêmement favorable aux socialistes, en tout cas aux candidats de gauche. Bon, vous n'allez pas se faire mal quand même, faut pas déconner. Bon, moi, j'ai d'autres interrogations par rapport à ça. Qu'on refasse. Alors, je serais curieux de connaître vos autres interrogations. Alors, déjà qu'on fasse Ça va être trop facile, c'est ça le problème. Qu'on fasse du découpage en mettant Poissy, Achères et Carrière-sous-Poissy ensemble, je trouve ça très bien. Pour vous, Pour moi, je trouve ça très bien. Voilà. Après, j'ai pas regardé tout. Idi Haït ne sera pas d'accord, mais tout en finesse. Idi Haït, après, c'est le combat politique. Idi Haït, il rêve d'être plus, il veut être ministre. Il ne veut pas être forcément conseiller général. Et puis après, il y a une autre question. On a les conseils généraux, on a les intercommunalités, on a les communes, on a les régions, on a les méga métropoles maintenant qui sont... Ça aussi, comment on va faire comprendre aux Français qui va décider, qui fait quoi. Mais là, quand même, votre argument, il est, comment vous dire, vous contournez, mais d'une manière extrêmement habile, sauf qu'en l'occurrence, sur le département des Yvelines, on passe de 39 élus actuellement, 39 conseillers, à 42 avec le nouveau découpage. Donc on est dans de la dépense supplémentaire, on n'est pas dans de l'économie. Alors moi, je vais vous aller jusqu'au bout de mon analyse. Je pense qu'il faut laisser les élus à proximité de nos concitoyens. Et je ne sais pas si le département est la meilleure formule. Pour une raison très simple, c'est que le préfet a décidé de clore... Sarkozy voulait la suppression des départements. Je sais, mais moi je rejoins Sarkozy. On va pouvoir me traiter de sarkozyste demain, ce qui n'est pas le cas, mais je crois qu'il faut le supprimer. Je dis ça à un ancien conseiller général, pour une simple raison, c'est qu'on est tous maintenant en interco. Et quand en interco, on va tous se réunir. Moi je pense que la PAC, qui est en train de chercher son nom, Poissy-Achères-Conflans, va être créée au 1er janvier 2014. Et en 2015-2016, elle sera avec les deux rives, elle sera peut-être avec les Mureaux, elle sera peut-être avec Saint-Germain. On va se rejoindre, on va être obligé de se mettre autour de la table. Pourquoi les intercommunalités je ne sais plus combien il y en a à peu près sur le département, mais pourquoi il n'enverrait pas 2-3 personnes qui pourraient gérer dans une assemblée départementale pour réunir aussi la réflexion et l'aménagement du territoire. Et puis je rappelle surtout que le département fait surtout du social, avant tout. Ce qu'il oublie des fois dans les Yvelines, mais ça c'est autre chose. Oh. Et ailleurs aussi. Il y a quand même certains cantons où c'est quand même
c'est un peu pousser le bouchon un peu. Sur Poissy, par exemple, où on a trois conseillers de droite qui vont s'affronter, du côté de Saint-Germain dans le même cas, du côté de Verneuil, etc. dans le même cas. Et puis, comme par hasard, là où il y avait des conseillers socialistes, eh ben, les choses sont faites de manière à ce que y ait un maximum de chances. Oui, notamment Conflans qui a une conseillère générale socialiste, qui se retrouve avec Andrézy avec un conseiller général vert. Donc du coup, le duo femme-homme, on l'a parfaitement. En gros, on sent bien qu'il y a une certaine manipulation du ministère de l'Intérieur pour favoriser au Non, maximum ça s'appelle de les l'intelligence politique. ou alors de Voilà, l'intelligence c'est ça. politique en faveur des élus de la gauche. Bah, il y a une chose qui est simple. On en parlait tout à l'heure. Il nous faut avoir des élus qui connaissent un peu la réalité de vie des gens, qui soient proches des gens. Mhm. Et la manière dont on a découpé nos cantons à une époque avait certainement du sens. Maintenant, ça n'en avait plus. Il fallait donc proposer autre chose. La manière dont on a découpé les circonscriptions. Ah, ça va être oui, c'est le C'est-à-dire, prochain dossier d'ailleurs. Voilà, les circonscriptions, c'est une chose très simple. Je sais, par exemple, quand je me présente dans la 12e circonscription, avec les villes d'Orgeval, Morinvilliers, les Alluets, j'ai déjà au moins 2000 à 2500 voix de retard pour un homme de gauche. Donc, il faut être courageux pour y aller, parce qu'on sait que de toute façon, on va quasiment perdre. Bon. J'étais assez content, j'ai fait 48%, ce qui prouve que... J'en connais un à Chanteloup-les-Vignes qui a une ville à 60% à gauche et qui se présentait à chaque fois. Oui. Voilà. Oui, mais comme sans je être disais un tout à kamikaze l'heure, pour autant. Il y avait Michel Rocard qui venait faire la campagne toujours en permanence. Oh non, Mais après. il est venu après quand il a vu, et puis bon. Mais c'est au-delà de tout ça, je crois que dans ce pays, voilà, on parlait de courage tout à l'heure. Il faut savoir, qu'est-ce qui est nécessaire? Est-ce que c'est les régions? Est-ce que les départements? Les régions, oui, parce que ça s'approche de l'Europe. Moi, je suis plutôt pour la suppression des départements parce que je pense que c'est une strate avec les intercommunalités qui se créent, qui va perdre de sa force de frappe qui existait avant, qui avait certainement du sens, mais plus maintenant. Non, mais je pense que c'est dommage parce que voilà un homme qui était courageux, qui pouvait se présenter dans des villes qui étaient de droite et tenter quand même de gagner. On va lui retirer cette possibilité d'exprimer son courage. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il a gagné une ville de droite. Poissy. Ça dépend. Dans le temps, c'était pas à droite. Très à droite d'ailleurs. C'est resté communiste un certain temps, je le rappelle pour ceux qui auraient oublié. Très peu de temps aussi, on peut le rappeler. On va passer à la politique de la ville. Oui, Frédéric Bernard, vous avez vu la loi qui a été soumise au Parlement au mois de novembre. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel avenir? Quelle vision dans cette loi? Alors, c'est un sujet que vous connaissez bien. On est plusieurs autour de la table à avoir beaucoup œuvré dans ce cadre-là. Moi, ça fait un certain nombre d'années où je m'interroge parce que je crois qu'il fallait faire des choses pour des quartiers ciblés. J'ai quand même fait, on ne l'a pas dit, j'ai travaillé 4 ans au Mureau pour m'occuper de la jeunesse et du sport, aussi dans le cadre de la politique de la ville. Vous ne pouvez pas tout dire dans votre présentation. On ne pouvait pas tout dire. Le CV est assez long. Mais j'ai constaté à un moment que la politique de la ville a déstabilisé justement toutes les instances, tout ce qui existait, les clubs de prévention, les tas de choses. On a eu beaucoup de mal à les intégrer dans tous ces systèmes-là. Bon. Après, la politique de la ville a fait beaucoup de réhabilitation, de quartiers, de tas de choses. Il se trouve qu'en arrivant à Poissy, je parlais de ma ville parce que c'est celle que je connais le mieux, mon prédécesseur avait voulu, pour le quartier de la Coudray... Masse 2. Voilà, vous pouvez le citer, moi je cite jamais mes anciens adversaires, voilà, mais c'est mon prédécesseur. Il s'était mis dans le cadre de l'ANRU pour réhabiliter la Coudray. Bon. Mon premier constat était de dire qu'il ne connaissait rien, ce qui était dommage, il était mal conseillé en plus. Donc, quand je suis arrivé, moi, l'ANRU m'a dit on vous a presque retiré du système parce que, voilà, rien n'a été fait. Il y avait des négociations nécessaires avec les habitants, rien n'avait été mis en place. Plus personne ne pouvait monter dans ce quartier. Voilà. J'ai fait toute cette dynamique-là. Aujourd'hui, je constate au bout du bout, où presque tout est terminé, qu'on est rentré dans le cadre de la politique de la ville, et je vais revenir à la question première, on est rentré dans un système plus administratif que moi, tu meurs. Et on a besoin d'argent, nous, dans les villes. Est-ce que je peux juste faire une intervention? Dire que le comité d'évaluation de l'ANRU vient de sortir un ouvrage, après une longue concertation auprès des habitants, qui montre que les habitants de ces quartiers qui ont fait l'objet
dans le renouvellement urbain, à plus de 80%, témoignent d'une profonde satisfaction, parce que enfin, on leur a donné un autre avenir. Par ailleurs, l'opposition qu'on fait entre renouvellement urbain et humain urbain, c'est les élus, ceux qui l'ont fait, c'est parce qu'ils ont bien voulu le faire. Parce que tout dans la loi permettait de faire autrement, puisqu'en même temps on parlait de l'emploi, en même temps de parler de réussite éducative. Donc les clivages humain-urbain, il y a des politiques qui l'ont fait, il y a des politiques qui ne l'ont pas fait, c'était leur choix. Mais moi j'interroge plus sur l'avenir à travers cette loi. Je pense qu'on a été porté par la loi dite Borloo, qui a donné vraiment un souffle et qui a redonné une dignité et un avenir aux habitants de ces quartiers. La preuve, cette étude qui vient de sortir, qui le souligne également. Puis des moyens conséquents. Et des moyens conséquents, c'était vraiment... Alors, j'étais tout à l'heure plaidé pour ne pas dépenser plus qu'on en avait, mais cette loi vous permet... Vous pensez que, par exemple, le couplage avec l'agglo, le portage de l'agglo va être porteur de rénovation, de nouveaux souffles. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment ces quartiers populaires, qui ont toujours des vocations qu'il faut bien assumer, parce que les gens sont de plus en plus pauvres, les quartiers populaires, je pense, ont un long avenir devant nous. Comment la loi va permettre de mieux répondre? Comment vous voyez les choses à travers cette loi?